Ben oui, enfin, je vois d'apparaître des gens. Bon, très bien. Bon, on y va alors. Écoutez, c'est le quatrième Zoom de la gauche que nous organisons. Je suis ravi que vous soyez là. Merci d'avoir pris ce temps en fin de week-end. C'est pas facile. Chacun a des occupations, soit privées, soit il y a des campagnes électorales pour un certain nombre d'entre nous, ce qui est une occupation extrêmement prenante. Et donc, j'apprécie d'autant plus que vous preniez un peu de temps pour discuter ensemble des sujets qui nous occupent. Et cette fois-ci, on a choisi un sujet qui fâche en principe, enfin qui risque de fâcher, qui pourrait fâcher, qui a fâché en tout cas, qui est le rapport entre la République, les principes républicains, et les discriminations de fait ou de droit même qui subsistent ou qui existent dans la société française. C'est un sujet, comme disait Manuel Valls, qui peut rendre les gauches irréconciliables, ou qui pourrait éventuellement. Moi, je ne crois pas, mais en tout cas, ce diagnostic a été posé. Il y a eu beaucoup de discussions justement autour de ce concept d'irréconciliable. Si on résume la chose en deux mots, il y a des gens comme moi, par exemple, qui sont universalistes, donc qui considèrent que les hommes et les femmes sont égaux en dignité et en droit, quel que soit leur genre, leur origine, que la loi est la même pour tous, et que la République ne connaît que les individus et non pas les communautés au sens large. Elle donne des droits aux individus. Les communautés ont évidemment le droit de citer dans cette conception, mais elles ne sont pas source de droits. Ce sont les individus auxquels on attache les droits. Et donc, ce qui, en principe, fait pour garantir l'égalité juridique d'une part et l'égalité des chances d'autre part. Pas l'égalité des revenus, l'égalité des conditions, ce qui est d'ailleurs un problème dans notre conception, mais en tout cas de donner à chacun sa chance. Alors ça, c'est la théorie. Mais évidemment, c'est sujet à critique. Il y a des gens qui disent, vous êtes, comme on dit en anglais, colorblind, vous ne vous occupez pas du tout de savoir quelles sont les origines des uns et des autres, mais évidemment, du coup, vous êtes handicapé pour identifier les discriminations. Et donc, puisque vous ne les identifiez pas ou mal, vous les laissez perdurer en vous retranchant derrière une sorte d'égalité de principe qui ne s'occupe pas des conditions concrètes dans lesquelles on vit. Et donc, les principes républicains qu'on peut trouver, qu'on doit trouver, à mon sens, qu'on peut trouver tout à fait admirables, restent abstraits, lointains, sans effet concret. Et c'est vrai que dans certains milieux, dans certains quartiers, dans certaines zones, etc., le discours sur la République apparaît comme lointain, comme un peu déconnecté. Et donc, si on tire cette critique, ça veut dire que l'universalisme sert en fait à camoufler et voire à légitimer les injustices. Alors, il y a une contre-critique, évidemment, que moi, j'ai tendance à faire. C'est que si on se fonde sur la couleur de la peau ou sur l'origine, l'appartenance culturelle, pour définir non seulement des conditions de fait, mais aussi des politiques, des droits, etc., on risque de consacrer la division de la société en communautés différentes, ça c'est normal, c'est le fait, mais séparées et bientôt hostiles. On risque aussi d'engendrer, ce qu'on voit d'ailleurs dans l'actualité parfois, non seulement une reconnaissance des mémoires, mais une concurrence des mémoires. Donc chacun essayant de faire en sorte que le passé de sa propre communauté soit mieux pris en compte ou plus pris en compte que celle d'autres entités. Donc voilà, ce que je dis là est évidemment un peu caricatural, mais ce sont les deux positions. L'égalité de principe d'un côté, discrimination de fait de l'autre, et avec une impossibilité de rejoindre les deux. Mon idée à moi, et l'idée des engagés, je crois, c'est que cette contradiction, philosophiquement, est très difficile à réduire, hein, parce que d'un côté, vous avez l'identité, de l'autre, vous avez un principe universel et abstrait. Mais dès lors qu'on se pose la question des mesures concrètes qui seraient susceptibles de réduire les discriminations, les inégalités illégitimes, là, la discussion change de nature, parce que le principe républicain, c'est que l'égalité doit s'appliquer. Et l'histoire de la République, d'ailleurs, a été faite de ça. Au début, par exemple, si on prend le droit de vote, qui était un des droits fondamentaux de l'idéologie républicaine,
il était réduit au début aux propriétaires. Et puis ensuite, il a fallu attendre pratiquement 50 ans pour qu'on adopte un suffrage universel, mais ce suffrage universel était masculin. Donc c'était des grandes étapes de la saga républicaine, mais enfin, c'est vrai qu'il manquait toujours des gens qui étaient exclus de droits fondamentaux comme le droit de vote. Et donc il a fallu attendre 1945 pour que les femmes puissent enfin voter. Et vous avez comme ça toutes sortes d'inégalités qui ont perduré à l'abri d'une égalité de principe. Ce qui nous oblige, au fond, à reconsidérer à certains égards l'histoire de la République. Alors, vous avez aussi l'immense affaire coloniale qui a créé une égalité de droit fondamentale avec les populations du Sud qui étaient subjuguées. Et puis, vous avez l'inégalité des ouvriers qui était pendant tout le 19e siècle. Il y a eu toute une lutte. La lutte sociale, finalement, était destinée à donner des droits réels, concrets aux salariés. Et maintenant, à mon sens, nous arrivons à une troisième étape, en tout cas une nouvelle étape historique dans l'histoire de la République, si on reste dans le cadre de ces principes, qui est de passer de l'égalité de principe à l'égalité réelle, mais cette fois-ci, s'agissant des minorités présentes dans un pays comme la France. Et donc, ça suppose une politique. Et cette politique exige des mesures volontaires, des mesures spécifiques et volontaires. Alors, c'est difficile de les fonder sur la race, de les fonder sur l'origine culturelle, mais en tout cas, il faut s'assurer, comme on l'a fait d'ailleurs dans certains domaines, notamment en matière électorale pour les femmes, c'est-à-dire qu'on a dit, il y aura une parité maintenant, ce sera obligatoire. Il faut adopter ce type de mesures et de manière à ce que les minorités cessent progressivement, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais cessent d'être discriminées et qu'elles n'aient plus le sentiment d'être laissées pour compte, ignorées dans leurs justes revendications. Et ces mesures touchent tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de l'éducation, des loisirs, de l'entrée dans la vie des jeunes, de l'embauche, des promotions internes dans le secteur privé comme dans le secteur public, etc., etc. Et même chose en matière de mémoire, c'est pour ça qu'il y a toutes ces discussions sur la révision de la mémoire collective de manière à faire droit aux revendications légitimes de ceux qui s'estiment descendre, être dans la continuité de catégories qui avaient été réprimées, réprouvées, opprimées. Et donc là aussi, il y a comment dire, le principe de base de la République doit être amendé. C'est la manière dont je le vois, et c'est comme ça qu'on a travaillé aux engagés pour produire un nombre assez conséquent de mesures, de propositions qui tendent à réduire les discriminations tout en restant dans un cadre général universaliste, sachant que si on regarde bien les revendications des minorités, elles tournent quand même pour l'essentiel autour de l'égalité. Or, l'égalité, c'est une valeur universelle, justement. Donc, il doit y avoir moyen de trouver un accord sur ces questions-là. Telle est la conclusion optimiste à laquelle nous sommes parvenus, et c'est comme ça que je voulais lancer cette discussion. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais voilà, j'ai essayé de poser le problème, comme on dit, une position de la question avant que nous commencions à débattre. Donc voilà, donc si vous le voulez bien, on va peut-être donner la parole aux uns et aux autres. S'il y en a qui veulent intervenir d'emblée et qui le disent, on va essayer d'être le moins formel possible. Sinon, si vous en êtes d'accord, j'ai envie de donner la parole à la représentante pardon, je me trompe de mouvement, d'une association que nous avons auditionnée aux engagés et que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Mosaïque. Et donc, je voudrais donner la parole à celui qui la représente, Mme Mbaké, et qui va nous dire comment il voit les choses et quelles mesures il préconise, quelles actions il mène pour lutter contre ces discriminations. Voilà. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. D'avoir un témoignage aussi, parce que vous avez une action sur le terrain en même temps qu'une réflexion.
Oui, je vais peut-être commencer par resituer un petit peu ce que fait la Fondation Mosaïque. Initialement, c'est une association qui a été créée en 2007 par Saïd Amouche et Estelle Barthélémy, qui fait trois choses aujourd'hui, qui accompagne les jeunes des quartiers défavorisés vers l'emploi avec des actions qui vont au-delà de la refonte du CV, mais ça va être des ateliers ciblés par secteur d'activité, un ensemble de, on a toute une pédagogie qui permet aux jeunes des quartiers de les accompagner vers l'emploi. On a aussi un cabinet de recrutement, un cabinet de conseil en stratégie d'inclusion qui accompagne les entreprises et les administrations publiques en matière de recrutement, en matière de formation aux enjeux de lutte contre les discriminations et en matière de conseils plus largement sur la refonte des processus de recrutement, etc. Et puis, on a aussi une plateforme de mise en relation entre recruteurs et candidats qui va permettre de mettre en relation les profils des quartiers les plus défavorisés en s'appuyant sur 3000 points de contact sur tout le territoire et les recruteurs. Mais je reviendrai là-dessus dans les préconisations qu'on émet. Alors, si je devais un petit peu essayer de résumer les préconisations de Mosaïque en matière de lutte contre les discriminations, il y en a 8. La première, c'est donc ces 8 recommandations, en fait, on les retrouve un petit peu dans ce que fait Mosaïque, mais pas que. La première d'entre elles, c'est le fait d'accompagner de manière globale les entreprises en matière de stratégie d'inclusion. Les entreprises vont pas toujours être conscientes des biais discriminants qu'elles émettent, dont elles sont l'auteur. Et donc, il y a la nécessité d'accompagner les entreprises de manière globale, que ce soit dans leur processus de recrutement, mais aussi dans la diversification de leur vivier de recrutement, dans la formation de leurs collaborateurs aux biais cognitifs et aux enjeux de lutte contre les discriminations. Et donc, c'est vraiment toutes les stratégies RH qu'il faut revoir et accompagner les entreprises, mais aussi les administrations publiques pour qu'ils soient dans une dynamique plus inclusive. La deuxième recommandation, alors elle est liée à la préconisation qu'on faisait de créer un index de la diversité qui a été qui a été annoncé en janvier dernier par Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, où on poussait en fait pour un index qui mesure les niveaux d'inégalité, de discrimination en entreprise. Donc c'est quelque chose qui a été entendu, mais au-delà de cet index qui va permettre un petit peu de comparer les situations, il faudra derrière établir des plans d'action qui concernent tous les échelons de l'organisation pour corriger, avancer et permettre à compétences égales le recrutement et le déroulement de carrière des publics discriminés, parce que on a tendance parfois à se limiter simplement aux luttes contre les discriminations en matière de recrutement, mais il y a aussi en matière de gestion des carrières, il y a parfois des plafonds de verre qui ne sont pas percés, et donc il y a aussi un accompagnement à faire dans la gestion des carrières. La troisième recommandation, qui pourrait s'appuyer notamment sur l'index de la diversité en entreprise, c'est le fait de valoriser les bonnes pratiques des entreprises et des acteurs publics en matière de recrutement inclusif pour pouvoir essaimer, faire en sorte que ces bonnes pratiques se diffusent un petit peu partout en France. Dans cette optique-là, la Fondation Mosaïque avait un événement qu'on organisait chaque année qui s'appelait le Top 10 de la diversité, et donc où on mettait en valeur des bonnes pratiques pour montrer aux entreprises et aux administrations que c'est possible de changer les pratiques et de mettre en place des choses innovantes en matière de recrutement. La quatrième recommandation, elle concerne l'obligation de formation à la non-discrimination au sein des entreprises et des administrations publiques. Aujourd'hui, il y a une obligation de formation aux enjeux de discrimination, mais elle ne concerne que les entreprises de 300 salariés ou plus. Donc, on pense que ça devrait être étendu aussi aux plus petites entreprises, parce que c'est elles qui emploient la plus grosse partie de la main-d'œuvre dans le pays. Et aussi, le second point qu'on soulève en matière de formation à la non-discrimination, c'est qu'il y ait un petit peu des standards de qualité, parce qu'aujourd'hui, tout acteur peut se revendiquer formateur sur ces sujets sans qu'il y ait vraiment de contrôle de la qualité de ces formations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on soulevait.
Et donc, dans certains des secteurs d'activité, ces formations ne sont pas très mises en œuvre. Par exemple, dans les startups, seulement 42% des recruteurs et 34% des managers sont formés à la non-discrimination. Donc ça, c'était la première série de recommandations qui concernait un petit peu le monde de l'entreprise et la nécessité d'accompagner de manière globale les recruteurs aux méthodes de recrutement inclusif. Et le deuxième, les 4 autres recommandations, elles portent plus sur les moyens dédiés aux profils venant des territoires moins favorisés, des QPV et des zones rurales pour les accompagner vers l'emploi. Déjà, le premier point, il y a le fait que les actions en matière d'emploi ne concernent pas du tout les profils qui sont prêts ou proches de l'emploi. Toutes les actions vont être tournées vers, on le comprend parce que c'est là que les besoins sont les plus urgents, mais il y a aussi quand même un besoin sur la deuxième catégorie de public. En fait, toutes les actions vont être tournées vers les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, les publics les plus fragiles. L'action publique, par exemple Pôle emploi, les missions locales, la plupart des associations n'accompagnent pas les personnes qui sont prêtes à l'emploi, qui sont diplômées, ou même celles qui sont peu diplômées mais proches de l'emploi. On va se focaliser vraiment sur ceux qui ont le plus de freins. Et c'est une bonne chose, mais il faudrait en complément qu'il y ait quand même des politiques publiques qui permettent d'accompagner vers l'emploi les profils les plus éloignés, les plus proches de l'emploi, qu'ils soient diplômés ou non, et qui viennent des territoires les moins privilégiés, donc les zones rurales, les quartiers de la politique de la ville. Le deuxième, donc la 6e recommandation, la deuxième par rapport à l'accompagnement des profils venant des territoires moins favorisés, il y a le fait de mener des actions pour qu'ils puissent développer leur réseau, parce que ce sont des personnes qui ont en général un réseau moins étendu, qui n'ont pas accès au marché caché de l'emploi, au marché de l'emploi caché avec la plupart des offres d'emploi qui ne sont pas publiées, mais qui circulent de manière non publique. Et donc, il faut accompagner ces publics pour qu'ils puissent avoir accès de manière plus large à un réseau professionnel qui soit plus large que leur réseau actuel. La 7e recommandation, la 3e de cette sous-catégorie, il y a l'idée en fait de renforcer l'accès des candidats venant des territoires les moins privilégiés à des outils innovants leur permettant de renforcer leur appétence et leur potentiel professionnel. C'est un public qui n'est pas toujours au fait, qui ne se connaît pas toujours très bien, qui parfois a un projet professionnel qui n'est pas toujours très construit, et parfois, et c'est notamment ce qu'on propose à Mosaic avec cette plateforme dont je parlais tout à l'heure, on donne accès à des tests de personnalité et puis à des tests de personnalité professionnelle qui permettent aux personnes de mieux se connaître, d'apprendre ça leur permet de construire leur projet professionnel de manière plus concrète. Et la dernière recommandation, elle vise à dire que pour ces publics, en fait, les actions de maintien, de soutien à l'apprentissage et à l'emploi, comme par exemple les emplois francs qui vont qui vont permettre un soutien financier aux employeurs qui embauchent des personnes issues des quartiers défavorisés. On pense que ce sont des bonnes actions qui doivent être maintenues, qui ont montré leurs preuves. Par exemple, sur l'apprentissage, cette année, en dépit de la crise sanitaire, il y avait plus d'apprentis cette année que l'année dernière. Donc, ce qui montre que les mesures qui ont été mises en œuvre ont porté leurs fruits et sont à maintenir parce qu'elles permettent d'enclencher une bonne dynamique. Donc, voilà un petit peu les recommandations de la Fondation Mosaic en matière de discrimination en matière d'emploi. OK. Merci beaucoup. De rien. Donc, on voit quand on discute des mesures concrètes, parce que je ne vois pas tellement qui aurait une objection de fond ou philosophique aux mesures que vous venez de présenter, qui me paraissent tout à fait légitimes et pleines de potentialités. Donc, faisons ça, très bien, soutenons cette action-là. Voilà. Et qui souhaite la parole tout de suite, ou bien je continue à faire un tour de table dans un ordre un peu arbitraire? Quelqu'un souhaite parler? Monsieur Gage, je crois. Jérôme Gage? Ouais, je veux bien, parce que oui. au moment où on engage ce débat, j'ai presque un questionnement presque méthodologique et principiel.
parce qu'on voit bien quand Laurent Geoffrin introduit le propos sur la question de l'universalisme, et je pense que c'est une valeur qu'on aura tous en partage. Après, on a aujourd'hui, quand on parle de discrimination, d'abord un problème de droit. Les discriminations sont un délit sanctionné par le code pénal. Problème, c'est qu'il y a 25 motifs de discrimination aujourd'hui reconnus dans le code pénal. L'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, l'adresse, l'origine étrangère réelle ou supposée, l'état de grossesse, la perte d'autonomie, etc. Et que donc, et que cet état du droit, qui est le fruit d'ailleurs de directives européennes au début des années 2000 et qui ont ça fait partie des apports très forts de la construction européenne, puisqu'on a retranscrit dans notre droit français des orientations que le droit européen mettait sur la table. À la fin, pour résumer mon propos, c'est qui trop embrasse, mal étreint. C'est-à-dire qu'il est parfois difficile de parler de manière transversale de cette question des discriminations quand à la fois on va parler d'égalité femmes-hommes, d'accès à l'emploi de personnes en situation de handicap, de discrimination raciale, de discrimination liée à l'âge, où bien sûr il y a des invariants d'échelle et des problématiques qui sont communes. À chaque fois, le principe d'égalité réelle et la promesse républicaine n'est pas atteinte. Mais moi, je serais tenté de dire, voilà, est-ce que là, aujourd'hui, on parle, et d'ailleurs dans l'intervention, dans le prolongement du travail remarquable que fait Mosaïque RH depuis des années, on parle beaucoup des questions de diversité, avec le crédit ou pas qu'on donne à ce terme, hein, parce qu'il est aussi marqué. Et que donc, est-ce qu'aujourd'hui, on parle en gros des discriminations raciales, des inégalités et des discriminations d'accès à l'emploi pour les Noirs et les Arabes dans ce pays, de la question de la stigmatisation du fait de la pratique religieuse pour un certain nombre de nos concitoyens. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est sur ces questions-là que le débat s'ouvre sur la question de l'universalisme. On ne pense pas que quand on met des mesures de lutte contre les discriminations sur les personnes en situation de handicap, on remet en question l'universalisme. On ne pense pas que quand on fait des mesures sur la parité, sur l'égalité femmes-hommes, on remet en question l'universalisme. Donc voilà, c'était presque l'intention est louable de parler globalement de la problématique des discriminations, mais en réalité, et je ne veux pas minorer, moi je suis un militant d'un combat sur l'agisme, c'est une discrimination encore à bas bruit qui est toute celle liée à l'âge, à la place des personnes âgées dans la société, etc. Mais je suis à peu près convaincu que méthodologiquement et donc politiquement, ce serait presque une erreur que de l'aborder en même temps que celle des discriminations qui sont en gros au cœur du débat quand on dit la promesse républicaine a échoué, qui est celle de pourquoi dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au logement, dans l'accès à un certain nombre de biens et de services, il y a des pratiques discriminatoires qui frappent à raison de la couleur de leur peau, à raison de leur religion, à raison de la consonance de leur nom, un certain nombre de nos concitoyens. Donc voilà, c'était un peu une question de méthodo à ce moment-là, en étant plutôt centré sur le point que je viens de mentionner, en disant que c'est celle-là qui est au cœur, à mon avis, à la fois du débat politique. Alors, quand je dis ça, je vais me faire engueuler par tous les défenseurs des discriminations liées à l'orientation sexuelle, etc., qui, à elles seules, chacune mérite des politiques publiques, une vigilance dans son secteur. Par contre, celles sur lesquelles on a un problème depuis des années, et depuis en gros la fin des années 90, qui est le moment où il y a eu l'émergence d'une politique publique de lutte contre les discriminations raciales dans ce pays. C'était en 1998. C'était la première fois que dans un conseil des ministres en France, on parlait des discriminations raciales. Avant, on inversait les choses, c'était la politique d'intégration. Là, pour la première fois à la fin des années 90, dans le gouvernement de Lionel Jospin, il y a eu l'amorce d'une politique publique de lutte contre les discriminations qui a été posée, ne serait-ce que par la reconnaissance de l'existence des discriminations raciales. Il faut voir que le pays était d'une certaine manière dans un déni. Et c'est beaucoup les organisations syndicales, les associations de lutte contre le racisme notamment, qui ont contribué à l'émergence de cette problématique. Patatras, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu une mise sous tension à la hauteur suffisante, y compris après des grosses piqûres de rappel comme les émeutes en 2005, où à un moment donné, il y a eu aussi la volonté d'aller plus loin sur ces enjeux en disant si la promesse républicaine est abîmée dans un certain nombre de territoires du pays, c'est parce qu'on n'a pas justement mis en place les outils à la fois de prévention et de sanction de ces discriminations raciales, et que donc ce non-dit nous pète à la figure aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de politique assumée, organisée,
qui a ruisselé suffisamment, y compris sur les aspects judiciaires, sur les aspects de sanctions. Enfin, après, on va parler de chacune de ces mesures. Et c'est celle-là, à mon avis, qui explique le désenchantement au regard justement de la République, à tel point que celle-là devient incantatoire, et au mieux, il y a de l'indifférence, et au pire, il y a de l'hostilité quand c'est au nom du même principe qu'on y met d'autres choses qui peuvent être vécues comme punitives. C'est notamment la dérive, malheureusement, qui est arrivée au beau concept de laïcité. Juste un tout petit mot. Évidemment, on a en tête d'abord ce qui fait l'actualité la plus sensible, donc les discussions les plus dures, les plus difficiles ou les plus dures. Mais bon, c'était difficile pour nous aussi d'éliminer complètement les autres discriminations, parce qu'on nous aurait dit, bah alors, on va oublier tel ou tel groupe, telle ou telle minorité, qui après tout est tout à fait fondée à réclamer l'égalité autant que les autres. Mais c'est vrai que dans le cours normal de l'actualité, ce sont celles dont tu as parlé, Jérôme, qui sont les plus visibles et les plus sensibles. Et c'est sur celles-là qu'on a travaillé en priorité. Mais ton rappel est utile, je suis d'accord. C'est difficile de faire une concurrence des minorités et des discriminations. On rentre dans une discussion qui est un peu stérile. Mais principalement, de facto, c'est vrai que ce sont celles-là qui sont les plus sensibles, il n'y a pas de doute. Qui est-ce qui veut intervenir? Ou alors c'est moi qui donne la parole. Bon, je vais y aller alors du coup, puisque je vois personne. À moins que je me trompe. Je pensais que Latifa Shaip des Nouveaux Démocrates pouvait intervenir, parce qu'ils ont une vision de ces questions-là qui leur est propre, me semble-t-il. Donc, si elle est d'accord pour intervenir, si elle est là d'ailleurs. Je suis là. Voilà, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, je suis donc Latifa Shaip, porte-parole des Nouveaux Démocrates. Donc parti créé récemment, donc au mois de décembre de cette année, et nous portons dans notre ADN précisément la lutte contre les discriminations, avec un certain nombre de propositions. Il y en a 40 à ce jour, et certaines principalement que je vais décliner avec vous ce soir en fonction des thématiques que nous aborderons. Et certaines, on va dire, propositions directement en lien avec les 4 discriminations que vous avez rappelées sur votre invitation, donc discrimination liée à l'emploi, discrimination religieuse, discrimination autour des femmes et autour de l'orientation sexuelle. Et Jérôme Guedj a raison de rappeler qu'il y a plus d'une vingtaine de discriminations qui sont à ce jour existantes, et il serait bien malheureux de notre part de vouloir les hiérarchiser. Néanmoins, certaines empêchent réellement à certains de nos concitoyens et nos concitoyennes de se faire une place dans la société. Donc, comme je le disais, les Nouveaux Démocrates, donc on inscrit dans sa construction la lutte contre les discriminations qui est centrale, qu'elle soit liée au statut social, à une origine ethnique, à une religion supposée ou avérée, à un handicap ou à une identité de genre ou orientation sexuelle. Et elle n'est pas simplement, comme on pourrait le croire ou le banaliser, comme étant quelque chose d'un petit peu obligé quand on est un parti de gauche notamment, et de le placer au cœur d'un parti politique, mais elle est vraiment pour le coup centrale parce qu'elle était une exigence de la démocratie, et qu'elle répond pour le coup ce souci de lutte contre les discriminations à un principe républicain qui est fort, ça a été cité tout à l'heure, à savoir l'égalité. Et si nos textes républicains inscrivent l'égalité dans son socle, malheureusement, dans les faits, ça vous l'avez rappelé, Laurent, dans votre propos introductif, ce n'est pas malheureusement le cas tout le temps. Cela commence, il me semble, et c'est ce que nous faisons ce soir, et de nombreuses associations, comme des partis politiques, se sont emparés de la thématique. La première des choses, c'est quand même, il me semble, de libérer la parole par rapport à ces luttes contre les inégalités qui existent et les discriminations, qu'elles soient sexistes ou autres. C'est libérer la parole, parce que c'est comme ça aussi qu'on prend conscience des difficultés que l'on rencontre. Et dans tout ce que nous ferons pour réussir ce bouleversement dont nous avons besoin, un bouleversement culturel, ça passe évidemment d'abord et avant tout par l'éducation. L'éducation et l'éducation, c'est la première étape pour faire diminuer les inégalités. Et donc, notre responsabilité, elle est aussi à ce niveau-là. Très concrètement, je pense qu'on peut, de façon très concrète, moi,
je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Soit une femme à fille, d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale », où je parle justement du parcours qui a été le mien, de mon quartier de naissance dans un quartier dit sensible jusqu'au deuxième tour d'une élection législative, où je parle justement de façon très empirique de ce qui m'est arrivé en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'enfant d'immigrés aussi, supposé de confession musulmane. Donc, je raconte de façon très concrète ce qui m'est arrivé et de quelle façon ça s'est passé, que ce soit dans la sphère privée, professionnelle ou même politique, hein, parce que c'est aussi au sein de nos partis politiques que nous devons penser cette égalité. Et quand on voit, par exemple, ce soir, en termes de représentation, on est, nous, les femmes, un petit peu minoritaires parce qu'il me semble que nous sommes que 2. Donc, je pense que les partis politiques ont aussi à montrer cet exemple. Et c'est vrai que pour les Nouveaux démocrates, nous avons une coprésidence assumée, que ce soit directement par les coprésidents, donc Émilie Cariou et Aurélien Taché, comme au niveau du porte-parole, moi-même et Guillaume Chiche. Donc, on y tient. Je pense que notre responsabilité, indépendamment des propositions que l'on peut faire, c'est déjà de les appliquer au sein de nos familles politiques respectives. Et d'ailleurs, l'une des propositions que nous faisons en termes de propositions politiques, c'est que pour le prochain ou la prochaine candidate aux élections présidentielles, qu'elle puisse ou qu'il puisse s'engager justement à nommer un Premier ministre ou une Première ministre pour que aussi on puisse s'habituer effectivement à ce binôme femmes-hommes, pour que justement nous inscrivions aussi notre action politique et qu'on habitue les citoyens et les citoyennes à cela. De façon très concrète, donc je voudrais peut-être rappeler quelques éléments de proposition concernant le travail, donc la création d'un ministère de lutte contre les discriminations de plein droit avec un budget autonome adossé à une agence qui aurait les moyens d'agir. Donc ça reprend un peu les propositions du premier intervenant concernant le monitoring, le contrôle permanent par des testings. Je pense que ça peut effectivement apporter véritablement une visibilité et inciter les structures à faire cet effort, comme cela existe déjà en matière de discrimination syndicale ou de genre qui existe déjà, et permettre du coup aussi la création d'un observatoire qui permettra de mieux identifier les problématiques qui existent. Concernant les discriminations en lien avec la religion, donc on est aussi dans un contexte, il faut le rappeler, avec des lois très régaliennes concernant notamment le respect des principes républicains. Dans ce contexte-là, dans lequel on voit qu'effectivement un certain nombre de libertés quand même globalement sont mises à rude épreuve, et où le Sénat a fait des contre-propositions pour amender les textes de loi qui sont, pour le coup, disons-le, très abjects et qui vont quelque part stigmatiser très clairement une partie de la population. D'ailleurs, là, les députés des Nouveaux démocrates ont pu se positionner aussi clairement par rapport à ça. C'est d'apporter justement des moyens de faire société plutôt que l'inverse. Et il est, je pense, par exemple, extrêmement important en termes de contrôle d'identité préventif, ce qu'on appelle communément les contrôles au faciès, de supprimer ces contrôles-là qui vont viser une partie de la population plus qu'une autre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les chiffres, mais vous le savez, quand il y a des jeunes hommes qui sont perçus comme noirs ou arabes, ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler que les autres. Donc, nous devons pouvoir apporter une réponse concrète par rapport à cette problématique-là. Concernant les droits, lutte contre les discriminations vis-à-vis des femmes, il nous paraît effectivement, pour permettre un choc d'égalité entre les femmes et les hommes, d'y mettre les moyens, des moyens considérables. Là encore, en termes d'actualité, malheureusement, les féminicides ont vu leur nombre augmenter, et les drames derniers en termes de féminicides, que ce soit à Metz, à Colmar ou à Yange, malheureusement des scènes que l'on connaît, des histoires que l'on connaît, où les féminicides commencent toujours de la même manière, donc quand même une personne qui va déposer plainte, qui n'est pas entendue, et ça se termine comme on le sait. Donc il y a une vraie attention à avoir concernant la problématique des discriminations, de la problématique de lutte contre les féminicides, et malheureusement, bien que cela ait été annoncé comme étant vraiment un pilier de la politique du gouvernement, grande cause du quinquennat, malheureusement,
dans les faits, on en est loin. Et malheureusement, rien qu'à voir avec le 3919, 40% des appels n'ont pas pu être traités en 2020, faute de moyens. Donc, quand on appelle cela grande cause du quinquennat, il faudrait effectivement y mettre les moyens. Et nous proposons, nous l'avons chiffré, 1 milliard d'euros pour permettre d'accompagner la formation de celles et ceux qui peuvent prendre des plaintes, notamment dans les commissariats de police, pour pouvoir accompagner ces femmes qui sont en détresse, mieux les accompagner, mieux prendre leurs plaintes et pouvoir les mettre à l'abri des hommes qui sont pour le coup dangereux, par exemple. Et puis, concernant pour le coup les luttes contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, ça sera le 4e point, c'est la loi bioéthique sur l'égalité sexuelle qui doit permettre donc, le rallongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines, la suppression de la clause de conscience spécifique, la création d'un congé parenté égalitaire. Et là encore, on voit qu'au niveau du gouvernement, ça traîne. Ça fait 2 années que ces questions-là en termes de bioéthique sont discutées et que ces questions-là sont discutées et qu'elles ne sont malheureusement pas mises à l'ordre du jour. Donc, c'est à se demander si aussi, en termes de lutte contre les discriminations en lien avec l'orientation sexuelle, notamment avec la PMA, l'ouverture de la PMA pour toutes, il y a une véritable volonté politique. Donc, je pourrais, au fur et à mesure de notre discussion, revenir sur ces sujets-là. Mais je pense que, comme je le disais dans mon propos introductif, les luttes contre les discriminations, quelles qu'elles soient, sont une exigence d'égalité et que nous devons, nous les partis de gauche, avoir une attention toute particulière pour que cela soit mis à l'ordre du jour, notamment pour les prochaines échéances. Merci beaucoup pour ces précisions sur les propositions que vous faites et sur votre conception. Est-ce que quelqu'un demande la parole ou alors je continue peut-être à faire le petit tour de table rapide? Alors bon, j'ai ma liste. Hein. Laurent Grand-Guillaume est-il parmi nous? Parce que moi, je vois que je suis sur mon live. La parole, peut-être. Ah, alors d'accord. Stéphane Saint-André, alors. Il est là? Voilà. Très bien. C'est bon, tout le monde m'entend? Oui, vous êtes dans l'ombre. Oui, un petit peu. Bon, désolé, je suis arrivé en retard. J'avais un souci d'ordinateur, mais donc je n'ai pas entendu le préambule de Laurent Geoffrin. C'est dommage. Quand même, je voulais, je ne sais pas si on a parlé de discrimination liée au territoire. Quelqu'un tout à l'heure a parlé des zones rurales et effectivement, la République, enfin l'État, en supprimant notamment des services publics dans les zones rurales, a vraiment créé une discrimination territoriale. Donc, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Oui, c'est le représentant de la Fondation Mosaïque qui parlait des territoires ruraux. Effectivement, ça pose aussi des problèmes par rapport à l'emploi. Ensuite, je viens d'entendre la représentante des Nouveaux démocrates dire que chez nous, nous avons aussi, je suis coprésident du parti Les Radicaux de Gauche, et nous avons une coprésidente et toutes nos instances sont paritaires, toutes sans exception. Donc c'est important parce qu'il faut effectivement montrer l'exemple. Par ailleurs, quand on est élu, je pense qu'il faut qu'on ait des élus en phase avec la société et il faut qu'on aille certainement plus loin pour que les élus soient le reflet de toutes les diversités de notre société. Par ailleurs, il faut remettre sur le tapis, je pense, le droit de vote des étrangers résidant aux élections locales, qui est quelque chose d'important. Et puis, pour finir, nous sommes, comme vous tous, très, très attachés à la laïcité. J'ai entendu que ça avait été abordé. Alors, c'est vrai que la laïcité, elle a été fortement attaquée ces dernières années, alors que, de notre avis, il n'est nul besoin de lui adjoindre un adjectif, encore moins
de tenter de réformer la loi de 1905. Cette loi est très bien faite, il suffit de l'appliquer strictement. Et lorsque, au moment de la crise des Gilets jaunes, nous avons été reçus par Édouard Philippe, comme tous les représentants des partis, moi je lui ai fait part de cela, en lui disant qu'il n'y avait pas nécessité de toucher à la loi de 1905. Donc il m'a parlé des financements étrangers, et je lui ai dit que les financements étrangers se faisaient rarement via des associations encadrées par la loi de 1905, mais bel et bien par des associations encadrées par la loi de 1901. Et donc, la loi de 1905 n'a pas à être réformée. Voilà, c'est les 2 ou 3 choses que je voulais dire en préambule. D'accord. Merci beaucoup. Qui est-ce qui... J'avais dit Laurent Ganguillaume. Alors, à moins que quelqu'un d'autre veuille absolument parler tout de suite, mais si lui est d'accord, je lui donne la parole. Merci Laurent. Donc, moi, ce que je peux dire du point de vue des actions menées sur le terrain avec l'expérimentation au territoire zéro chômeur longue durée, qui est une expérimentation qui se déroule donc dans des territoires urbains, quartiers politiques de la ville, ruraux ou périurbains, on se rend compte qu'il y a plusieurs freins, bien sûr, à l'emploi. Il y a la question des mobilités. Bon, ça, on le voit bien. Il y a, bien sûr, la question du handicap. Alors, nous n'en avons pas parlé, mais dans les territoires, par exemple, où nous avons atteint quasiment le zéro chômeur longue durée, c'était des territoires où il y avait un taux de chômage dans la moyenne nationale. Mais dans ces territoires, il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que dans les entreprises que nous avons créées, dans ces territoires, il y a près de 40% de personnes en situation de handicap parmi les salariés. Donc, un sujet important qu'il ne faut pas oublier. Et puis, dans les quartiers de villes, en particulier dans le périurbain, on voit bien qu'il y a des vraies problématiques de discrimination, je dirais même de racisme, à l'égard de personnes qui ont les compétences, qui ont les diplômes, mais qui, du fait de leur adresse, du fait de leur origine, sont discriminés pour avoir accès à un emploi. J'ai en tête à Villeurbanne une personne qui est diplômée en chimie avec un doctorat. Vous savez que dans le bassin lyonnais, il y a beaucoup d'emplois dans le domaine de la chimie quand même. C'est un secteur qui est plutôt dynamique dans ce secteur. Et bien cette personne était au chômage longue durée et elle avait beau frapper aux portes, envoyer des CV partout, elle n'a pas été embauchée, mais elle a été bien sûr embauchée dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Et je pense que les personnes en général, finalement, ne sont pas des invisibles, parce qu'on dit souvent, vous savez, qu'elles sont invisibles, qu'on est frappé par des discriminations, elles sont surtout ignorées. Elles sont ignorées des pouvoirs publics, elles sont ignorées finalement parfois dans les discours publics aussi. Et je crois qu'il est important de rénover aussi le discours politique, de le refonder à gauche, si l'on veut convaincre. Et je vais regarder ce qui s'était passé quand il y a eu l'élection de Trump aux États-Unis, et beaucoup reprochaient chez les démocrates à Hillary Clinton d'avoir peut-être trop intéressé à la question des minorités, ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis, et donc en cela, elle se serait quelque part détournée de la classe ouvrière américaine et des personnes qui donc sont frappées par plutôt le déclassement. Voilà. Et or, c'est faux. C'est-à-dire que ce qui, à l'époque, au même moment, Bernie Sanders réussissait à convaincre les classes populaires, mais il n'était pas le candidat du Parti démocrate, réussissait à convaincre les classes populaires dans leur ensemble, quels que soient les groupes auxquels les personnes appartiennent, parce que justement, il avait un discours à la fois combatif, hein, sur des sujets, bien sûr, de gauche, mais avec des projets communs, hein, qui dépassaient cette question du déclassement. Donc, parce que quand il y a déclassement, on cherche la responsabilité aussi chez l'autre, en se disant, mais pourquoi ma situation se détériore? Et donc, on cherche plutôt à construire des murs, et donc dans ce cas-là, on va chercher Trump, plutôt qu'à construire des ponts. Voilà. Et donc, je pense que la gauche, elle doit construire des ponts entre les personnes et entre les groupes. Or, la gauche, elle a une analyse depuis très longtemps sociale et économique, mais pas forcément culturelle. Et d'ailleurs, on le voit comme le dit Stéphane,
sur la question des territoires. Quand on met en place des politiques publiques, on ne prend pas en compte les différences culturelles dans les territoires. Or, ce n'est pas du tout la même chose d'expérimenter territoire zéro chômeur de longue durée, bien sûr, à Mauléon dans les Deux-Sèvres, que de le faire à Jouques dans les Bouches-du-Rhône ou à Villeurbanne dans la métropole de Lyon. Car les leviers ne sont pas les mêmes, les fonctionnements culturels ne sont pas les mêmes, ce qui n'empêche pas pour autant de nous retrouver dans des valeurs et des fondements communs de la République, voilà, laïque et sociale, mais il y a de fortes différences dans les modes de fonctionnement et donc des différences culturelles. Et ça, ce ne sont pas des sujets qui sont abordés. Donc comment finalement aussi réussir à rassembler toutes les personnes autour de projets communs, c'est d'abord de faire en sorte de dépasser l'inquiétude que l'on peut avoir pour l'avenir des enfants à travers, comme cela a été dit par Latifa, la question de l'éducation. C'est bien sûr faire face à la baisse des salaires réels qui touche toutes les catégories populaires et donc la majorité sociale du pays, car la gauche, finalement, et c'est surtout détourné de la majorité sociale du pays. C'est ça le vrai sujet, si vous voulez. Car en allant chercher notamment les classes moyennes supérieures qui votaient un peu plus parfois à certaines élections et délaissant les ouvriers qui sont encore très nombreux, contrairement à ce qui est écrit parfois, les employés des professions intermédiaires, les travailleurs de première ligne et les travailleurs de deuxième ligne, que l'on a vu beaucoup, dont on a parlé beaucoup pendant la crise sanitaire, qui n'est pas finie, et qui sont là pour justement pour nous, eh bien, il faut poser la question, bien sûr, des salaires pour tous, de la sécurité de l'emploi, de l'accès à la santé, au logement, de l'incertitude sur les petites retraites, car ça touche toutes les personnes. Voilà. Et, bien sûr, en matière de discrimination, c'est mettre en place des mesures fortes qui permettent de s'adresser à tous, sans exception. Sur la question de l'emploi, la garantie d'emploi pour tous, le droit à l'emploi, ou le droit au travail, on l'appelle comme on veut, pour tous, il peut être réalisé par des expérimentations, par des initiatives des pouvoirs publics en prenant en compte, bien sûr, ce que proposent les territoires. C'est possible, voilà. Et c'est un sujet qui monte. Et là, il n'y a pas de discrimination. C'est bien le fait de s'adresser à toutes les personnes sans exclusive. Donc voilà ce que je pense, mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser un peu plus aux questions culturelles en les liant aux questions sociales et économiques, sans penser qu'on va fragmenter la République, qu'on va fragmenter la nation. Au contraire, on va la renforcer. Elle sera renforcée du fait qu'on prend en compte tout le monde et qu'on se fédère autour d'une coalition politique, finalement, une coalition politique qui rassemble toutes les personnes, quel que soit l'horizon d'où elles viennent, leur culture, leur origine. C'est, je crois, pour moi, le plus important. Voilà. Ok, merci Laurent. Je peux passer la parole à Nicolas Fez, par exemple, Nouvelle Société. Merci Laurent. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci de me donner la parole pour m'exprimer au nom de Nouvelle Société sur la question des discriminations. Et peut-être qu'avant de commencer, je voudrais répondre en tout cas ou compléter peut-être ce qui avait été dit par Jérôme tout à l'heure sur la nature un peu méthodologique ou principielle, c'est pas du débat sur les discriminations, parce qu'on voit bien dans les échanges qu'on a déjà eus deux types de discours, un discours un peu sur les principes, c'est-à-dire la discussion sur la lutte contre les discriminations, et puis un discours plus sectoriel avec des solutions pragmatiques. Et je ne pense pas que personne ici puisse contester le bien fondé de certaines, en tout cas peut-être après dans les détails, mais de politiques publiques sectorielles qui ont pour objet de lutter contre les discriminations. Mais le problème, moi, qui me semble plus important, en tout cas, qui serait intéressant sûrement de dépasser, là, ça rejoint ce que tu disais, Laurent, c'est la question du rapport de la gauche avec la lutte contre les discriminations. C'est cette question, à mon avis, qui est importante pour essayer de replacer en fait toutes ces mesures sectorielles et toutes ces politiques dans un ensemble un peu plus global. Et force est de constater là-dessus que la gauche a une difficulté à penser la lutte contre les discriminations. C'est pas nouveau. On a construit notre discours
discours autour du principe de l'égalité, avec une apostrophe, et évidemment avec toutes les difficultés qui peuvent ensuite revenir dessus. Et depuis une vingtaine d'années, la question de la lutte contre les discriminations, c'est un autre point qui est un peu paradoxal, a glissé en fait en une partie peut-être vers la droite, je reviendrai dessus, dans le discours en tout cas, et effectivement dans l'influence européenne en fait, qui a profondément modifié notre droit et notre intérêt pour ces questions liées à la non-discrimination. Donc, sur la question européenne, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, rappeler l'innovation, en tout cas de Lionel Jospin en 98, mais qui s'inscrit aussi en 97. Si mes souvenirs sont bons, c'était l'année européenne contre les discriminations, contre le racisme, je crois. Enfin, en tout cas, ça s'inscrit aussi dans cette théorie qui avait conduit ensuite Martine Aubry à abandonner, en tout cas déclarer que l'objectif, c'était justement la lutte contre les discriminations et non plus la lutte pour l'intégration. Donc là, on est à la fin des années 2000. Et ensuite, on a une évolution avec Nicolas Sarkozy, notamment sur la question des discriminations positives, en fait, qui vient dans le débat en 2006-2007, au moment de la campagne électorale. Et j'allais dire, qui rend un peu silencieuse la gauche, parce qu'on n'a pas tellement de réponse à ce moment-là à donner, puisqu'on est à la fois dans une opposition tactique ou stratégique, parce qu'évidemment, on est contre ce que propose la droite, mais de manière plus générale, ça nous met face à nos contradictions lorsqu'on réfléchit au thème de l'égalité. C'est-à-dire que le thème de l'égalité, normalement, interdit de réfléchir en termes de discrimination ou de penser autrement que de manière universaliste. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on est en difficulté. Et donc, on va sur des discours qui sont des discours plus pragmatiques, plus structurés, plus sectoriels, justement, et qui nous éloignent un peu de notre objectif, qui est normalement l'émancipation, en tout cas par cet objectif d'égalité. Et donc, ensuite, on arrive, en tout cas, c'est l'opposition que tu mentionnais, Laurent, sur la question de l'égalité formelle et de l'égalité, j'allais dire, réelle, et avec une difficulté, c'est que si on se reprend un peu nos fondamentaux républicains, c'est-à-dire de l'égalité, en tout cas telle qu'elle a été définie en 1789, on parle d'égalité formelle, c'est-à-dire d'égalité de droit, et pas d'égalité réelle. Et ensuite, l'égalité formelle, j'allais dire, elle empêche de réfléchir aux discriminations, mais en même temps, on va plus sur des questions de différence qui servent ensuite de catalyseur à des politiques publiques et qui renvoient ensuite à cette idée de discrimination. Donc aujourd'hui, je pense que la gauche, je suis évidemment de ton avis, Laurent, qu'elle n'a pas de caractère irréconciliable, et je suis sûr qu'en discutant, en tout cas en travaillant notamment sur des formats comme ce Zoom de la gauche, on peut arriver à dépasser certaines différences, c'est le cas de le dire, et d'essayer de recréer un nouveau discours, en tout cas de réinscrire cette lutte contre les discriminations dans un discours j'allais dire peut-être qui dépasse un peu l'universalisme, en tout cas, ou qui va précisément dans une direction qui peut, parce que l'égalité est l'objectif final, donc en tout cas, qui peut justement satisfaire toutes ces idées, en tout cas toutes ces conceptions différentes de la gauche. Donc, maintenant, je ne vais pas non plus faire complètement abstraction du fait que nous avons également quelques idées, après cette longue introduction, je suis désolé, mais quelques idées d'un point de vue plus sectoriel précisément, et en tout cas de développer cette lutte contre les discriminations, puisqu'on a bien vu effectivement qu'elles sont réelles et en tout cas qu'elles doivent être l'objet de politiques qui s'inscrivent dans un combat républicain et dans un cadre républicain. Donc, ce que Nouvelle Société propose, le concept, j'allais dire, important ici, c'est celui de république impartiale, c'est-à-dire que la république doit être impartiale, et dans cette notion d'impartialité, il y a évidemment ces questions de lutte contre les inégalités, et notamment quelques thèmes. Donc, je ne reviendrai pas sur les réponses de tout ce qui a été énoncé, puisqu'après, tout est légitime, évidemment, et mérite peut-être des discussions plus spécifiques, mais en tout cas, quelques points.
Une des propositions importantes, c'est certainement celle d'une sorte d'institutionnalisation en fait de la lutte contre les discriminations. C'est-à-dire notamment, on a par exemple un observatoire des inégalités. L'idée a été évoquée de manière différente par certains, mais l'observatoire des inégalités qui doit devenir, un organe qui a plus de présence dans l'espace public et en tout cas qui a une influence notamment sur les décisions prises en termes d'élaboration de politiques publiques contre les inégalités. Et ensuite, quelques thèmes sur lesquels on est assez attentif, qui est évidemment le premier, parce qu'on reste, de gauche, attaché à la question sociale, donc la lutte contre la pauvreté, donc toujours qui est importante évidemment. Et ensuite, on a parlé des éléments culturels en fait, qui sont importants. Je veux dire que la lutte contre l'illettrisme, aujourd'hui en France, doit être aussi un objectif, puisqu'en fait, c'est des questions importantes. On a beaucoup de personnes rentrent dans le monde professionnel sans avoir une bonne maîtrise en fait, de la langue, de la lecture, ce qui pose évidemment des problèmes derrière. Donc ensuite, la réduction, donc plus d'un point de vue territorial, réduction de la fracture numérique aussi, qui crée des discriminations importantes entre les citoyens. Sur le logement, on a aussi besoin d'une action forte aujourd'hui pour offrir à chacun un logement décent. Donc, c'est un objectif qui doit être suivi. Et un dernier point sur lequel on est aussi attentif, c'est la lutte contre les inégalités liées à la santé. Donc, on a parlé, évidemment, on a vécu, un an et demi de Covid. C'est une question importante, mais je ne pense pas seulement à ça. On peut penser aussi au diabète, par exemple, à certaines maladies qui créent de vraies inégalités, en tout cas, et qui ne donnent pas lieu nécessairement à des traitements satisfaisants et suffisants. Je voudrais terminer ce propos juste pour évoquer évidemment la question de l'entreprise, puisque c'est un domaine sur lequel les engagés, vous avez beaucoup travaillé en fait sur ce point. On a eu l'excellente présentation de Mosaïque au début de ce Zoom, et puis différents éléments en fait autour de cette question de l'entreprise. Moi, il me semble que la question de l'entreprise est importante, évidemment, mais il faut quand même à mon avis, il ne faut pas perdre de vue que cette question de l'entreprise, elle se situe un peu souvent en bout de course. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir des discriminations qui sont des discriminations culturelles, sociales, en termes de territoriales, qui vont conduire ensuite à être soumis, en tout cas être placés sous un plafond de verre dans une entreprise. Et donc, le travail dans l'entreprise est un peu un révélateur en fait, de ces différentes inégalités. C'est pour ça qu'il est important, mais ça veut dire aussi qu'il ne peut pas se réduire. Enfin, personne n'a dit ici, mais je veux dire, ne peut pas se réduire, la lutte contre les inégalités ne peut pas se réduire simplement à un combat au sein de l'entreprise, puisque même si c'est important, souvent les inégalités viennent en dehors de l'entreprise et sont intégrées dans l'entreprise. Donc, c'est une question ici qui est importante, mais à mon avis, qui doit aussi être ramenée à sa place et qui ne doit pas faire oublier d'autres éléments peut-être plus structurants et qui permettent justement d'arriver à cette égalité qui est l'objet de tout républicain en général et de gauche en particulier. Voilà, je te remercie, Laurent. Merci Nicolas, merci. Pour votre écoute. Ok, il y a encore des gens qui n'ont pas pris la parole. Je vous engage à être un peu concis, de manière à ce que ça garde le rythme. J'ai noté Antoine Hermelin et Margot Smirdek. Est-ce qu'ils sont là, l'une? Oui. Bonjour Laurent. Bonjour. Allez-y alors. Je vais commencer. Bonjour, donc Antoine Nouvelle-Donne. Parce que ça fait un peu le lien avec ce que vient de dire Nicolas autour de l'entreprise. Et ça nuance un petit peu aussi le message que nous donnait Jérôme sur le fait que comment on prend le morceau, à savoir que c'est des sujets qui sont très différents entre les discriminations. Pour le coup, ça fait quand même du sens de le penser ensemble parce qu'il y a des endroits où toutes les discriminations se déroulent. Et on a des acteurs aujourd'hui qui, justement, peuvent agir sur ces discriminations à des endroits spécifiques comme l'entreprise. Nous, ce qu'on essaye à Nouvelle-Donne, c'est de proposer des mesures non pas forcément incitatives ou punitives, mais plutôt qui permettraient de valoriser et enrichir les jobs des différentes personnes. Et je vais vous parler
on va dire d'une idée qu'on a à Nouvelle Donne, c'est notamment de pouvoir travailler avec la médecine du travail. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la médecine du travail, c'est un métier par contre très valorisé. On les considère comme juste des collecteurs de données sur les employés et on pourrait beaucoup plus valoriser leur travail et peut-être les amener sur une logique de formation plus intensive dans la sensibilisation autour des discriminations pour aller détecter auprès des employés les discriminations. Parce que dans certaines entreprises, les employés ne sont pas forcément à l'aise de parler avec leurs ressources humaines du fait de leurs relations en se disant est-ce qu'ils vont parler à mon patron, est-ce qu'ils vont en parler et ça peut être un tiers de confiance qui pourrait vraiment être bénéfique à la société et qu'on pourrait du coup valoriser beaucoup plus que ce que c'est fait aujourd'hui. Dans ce cadre-là, on est vraiment dans la logique de traiter toutes les discriminations. Donc c'est pour ça que je nuançais le fait, non pas la complexité et la différence entre les discriminations, mais qu'on a bien des acteurs aujourd'hui qui vont devoir connaître tous ces sujets-là en même temps et en les traitant aussi ensemble, on peut trouver des connexions et des signaux qui sont un peu identiques dans la détection. Et je pense que la Fondation Mosaïque, justement, doit avoir ces connexions et doit avoir ces signaux en plus qui peuvent être intéressants à amener sur le terrain. Pour lier à ça, on a évidemment un autre public qui s'appelle l'éducation. Comme vous le savez, et je pense que c'est dans nos racines, on pense vraiment que l'éducation, c'est aussi au cœur, et on se doit d'être au plus tôt au niveau de la sensibilisation de nos enfants, parce que c'est eux qui créent la société de demain. Et c'est pour ça que cette logique de traiter ces discriminations ensemble et leur dire un petit peu, et vraiment de les approcher comme un tout qui peuvent apparaître à différents moments. Et pour compléter ce que disait Nicolas, c'est pas que dans l'entreprise justement, c'est à la maison, c'est au quotidien. Les enfants peuvent être vraiment une aide à justement identifier au sein de leur famille des messages et avoir son enfant qui entre guillemets, interpelle sur un message, un discours, peut être beaucoup plus enrichissant qu'un tiers qui arrive pour sanctionner quoi que ce soit. Donc, c'est d'où l'intérêt de penser cette logique de formation autour des discriminations et de le penser au plus tôt dans l'éducation. Voilà donc les deux propositions concrètes, en tout cas, que j'avais à vous proposer là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre la suite du coup. Allez-y, très bien. Voilà. Donc, on a essayé aussi de faire un pas de côté au niveau de l'accès à l'emploi. Par exemple, une femme sur 3 travaille à temps partiel et il est très régulièrement subi dans 80% des cas. Et donc, on s'est dit, souvent, en fait, c'est notamment à cause de la charge qui incombe aux femmes. Et donc, si, avec des mesures, notamment une politique publique ambitieuse de création, notamment de lieux de garde publique pour les jeunes enfants, on les décharge d'une partie de cette charge que, à l'heure d'aujourd'hui, elles portent majoritairement, on peut favoriser l'égalité dans les couples. Et un petit peu dans la même logique, on pense que le partage du temps de travail et la réduction du temps de travail à 32 heures ou à la semaine de 4 jours, c'est une mesure féministe, mais plus que ça, c'est une mesure moins inégalitaire parce qu'en partageant le temps de travail, finalement, on limite cette prédation du travail et des revenus à quelques-uns aux dépens de quelques autres. Dans l'accès à l'emploi, au niveau du handicap, pensez aussi essayer d'intégrer les discriminations comme quelque chose d'unifié et pas de sectoriser handicap, autre secteur, hommes-femmes, autre secteur, personnes racisées, parce qu'on voit que dans le handicap, les femmes handicapées ont beaucoup plus de difficultés que les hommes handicapés à accéder à l'emploi. Et enfin, on voulait vous parler des élections, ou comment incarner en fait cette vision peut-être universaliste, mais comment l'incarner dans les élections. Dans les élections départementales, il y avait beaucoup de critiques sur ce nouveau mode de binôme paritaire, et en fait, on voit quelques années plus tard que ça marche, qu'il y a beaucoup plus de femmes
élue départementale et beaucoup plus de vice-présidente. Donc, pourquoi pas réfléchir, questionner les modes de scrutin et plus que ça, questionner fondamentalement les modes de scrutin qui sont quelque part le reflet de notre conditionnement de culture de la domination avec des modes de scrutin qui favorisent clairement les grands partis. Et donc, si on a un mode de scrutin et un mode de représentation qui est dans une logique de culture de la domination, bah, comment à côté se dire qu'on va être dans l'égalité si dans la façon dont on élit les élus, c'est en soi inégalitaire. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole, il y aura probablement des questions après, puis chacun peut intervenir quand il veut. Je vais passer la parole à Karim et Louis, des engagés, parce qu'on a travaillé sur la question aussi. Et donc, ils vont vous donner un petit, j'imagine, un petit précis de ce que nous avons pu faire. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Je vais prendre la parole au début et puis je céderai la parole à Louis juste après. L'idée, c'est de vous proposer, en tout cas de vous faire part de nos 5 propositions. On va essayer de faire court et d'être assez concis parce que l'expérience de cette année virtuelle derrière nos écrans prouve qu'après 1 heure de visio, en général, les esprits se dispersent, d'autant plus quand le soleil est présent comme il l'est aujourd'hui. Sur les 2 propositions que je souhaitais vous partager, la première, elle concerne un biais qui est extrêmement important, qui est celui qui est lié à l'éducation. On sait bien aujourd'hui que finalement, les inégalités, elles persistent à travers l'école, mais elles persistent aussi et surtout à travers les parcours au sein de l'école, au sein des lycées, au sein des universités et aussi des grandes écoles. On a beaucoup débattu de l'accès aux grandes écoles et aux classes préparatoires, et donc une des premières propositions que l'on souhaite mettre en place, c'est permettre un égal accès aux filières sélectives aux élèves qui sont issus des milieux populaires, puisque parmi les inégalités que vous avez tous et toutes citées, celle des classes sociales. Et donc, pour favoriser la prise en compte de l'origine sociale, il faut absolument qu'on puisse avoir un traitement qui soit différencié. Pour avoir ce traitement différencié, on a 2 possibilités. La première, c'est la mise en place de manière généralisée des programmes de tutorat au niveau des collèges et des lycées, parce qu'aujourd'hui, ils existent déjà. Moi, je l'ai expérimenté en tant que tuteur, notamment puisque je suis étudiant à l'ESSEC avec des jeunes de collège ou de lycée aux alentours, et c'est des dispositifs qui fonctionnent très bien, mais malheureusement qui sont encore trop peu généralisés et qui gagneraient beaucoup, en tout cas, à avoir une exposition plus importante dans tous les collèges et les lycées de France. Et la deuxième proposition sur la question des grandes écoles et des classes préparatoires, c'est la généralisation des quotas de boursiers pour l'intégration de ces cursus. Voilà, c'est une proposition qui peut parfois faire débat, mais en tout cas, on a estimé au sein des engagés que sans parfois cette obligation des quotas, on a encore beaucoup de mal à faire des évolutions et qu'il faut parfois avoir ce genre d'accélération dans nos propositions. Deuxième proposition, elle est sur l'égalité des sexes, une égalité que vous avez, en tout cas une inégalité que vous avez très largement commentée et débattue, et elle concerne les entreprises, parce qu'on a ce que l'État doit faire au sein des administrations, au sein des différents dispositifs des institutions publiques, mais les entreprises aussi doivent avoir une contribution, et donc il faut que le cadre législatif leur impose. Et dans cette idée-là, c'est d'instaurer un quota de 50% de femmes dans toutes les instances dirigeantes des entreprises de plus de 500 salariés. Et donc, forcément, on parle du conseil d'administration, dans lequel on a déjà des mesures de parité qui sont intégrées, mais il faut aller plus loin, puisque on a aussi le conseil de surveillance, on a les COMEX, on a les comités de direction, et donc on voit bien que finalement, si de manière représentative, certaines entreprises le font au sein des conseils d'administration, c'est finalement dans les postes de direction qu'il faut aller plus loin, et donc ce taux de 50%, il est important qu'il soit développé dans les différentes instances que j'ai évoquées. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut un taux de 50% dès le mois prochain. Il faut quand même qu'on installe une forme de progressivité avec 2 ans pour atteindre 30%, 2 ans ensuite pour passer au seuil de 40%, et 2 ans enfin pour atteindre le seuil de 50%. Il y a déjà des entreprises qui le font. C'est des dispositifs qui fonctionnent très bien quand ils sont mis en place. Et donc, si on a un cadre législatif qui l'impose, ce sera forcément une accélération positive pour la société et qui pourrait lutter contre l'inégalité des sexes. Et je laisse Louis développer les 3 autres propositions. Bonjour à tous, merci Karim pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous présenter 3 propositions issues des réflexions du groupe de travail dédié aux luttes contre les discriminations.
La première proposition, c'est l'idée de créer un office central de lutte contre les discriminations, puisque comme plusieurs d'entre vous l'ont mentionné, la lutte contre les discriminations, elle est souvent sectorielle. Il y a dans la loi 26 motifs de discrimination, genre, race, sociale, et il y a aussi des discriminations géographiques. Et l'idée, c'est il y a deux piliers qui maintiennent et qui militent pour la création de cet office central. C'est d'une part développer les outils statistiques, parce que pour lutter contre les discriminations, il est très important de voir de quoi on parle. Donc cet office central, il serait chargé de collecter les données, de faire des études statistiques pour améliorer le ciblage des politiques de lutte contre les discriminations. Et le deuxième pilier qui soutient cet office central, c'est l'idée de coordonner les différentes actions et politiques sectorielles de lutte contre les discriminations. L'idée, c'est notamment de chercher à coordonner les différents acteurs publics, mais aussi associatifs, qui luttent contre les discriminations pour capitaliser sur les différentes analyses de recherche qui ont été menées et essayer de croiser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Notamment, comme l'un des participants l'a souligné, la médecine de travail permet d'analyser est un angle d'attaque pour lutter contre les discriminations. Elle pourrait être mise en relation avec le défenseur des droits qui se concentre sur les différentes problématiques d'accès aux droits, ou par exemple l'autorité judiciaire, mais aussi de créer des groupes de réflexion avec les associations qui sont sur le terrain, par exemple l'association à Mosaïque qui est représentée ici. La deuxième proposition que j'aimerais présenter, elle porte sur en fait, les discriminations liées à l'emploi qui sont très importantes et dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Alors, ce serait deux idées. La première, c'est de systématiser les tests sur les discriminations à l'embauche parce qu'elles sont très courantes et cette systématisation permettrait d'avoir une meilleure connaissance de ces discriminations et en particulier les discriminations géographiques parce qu'elles sont très importantes elles touchent particulièrement certaines populations et il est important d'en avoir connaissance pour ensuite cibler nos politiques de lutte contre les discriminations. Et à l'issue de ces testings, d'avoir des sanctions qui permettraient de sanctionner les entreprises qui effectuent des discriminations à l'embauche. Ça pourrait prendre de différentes formes, mais notamment réduire l'accès à la commande publique des entreprises qui discriminent à l'embauche ou réduire les aides publiques pour inciter ces entreprises à arrêter cette discrimination qui peut être aussi inconsciente. Cette systématisation des tests, elle rejoint un peu l'idée de l'Office central de lutte contre les discriminations parce qu'on pourrait imaginer que cet Office central de lutte contre les discriminations participe à ces campagnes de testing systématique qui prendraient la forme, par exemple, d'envoi de faux CV aux entreprises pour essayer de comprendre, de voir le pourcentage d'entretiens qui sont obtenus en fonction de différents critères, origine géographique, sociale ou raciale. Enfin, la troisième proposition, et j'essaierai d'être bref, elle concerne le logement, parce que le logement, c'est très important parce qu'il faut éviter les phénomènes de ségrégation sociale qui ensuite nourrissent la discrimination géographique. Il faut donc, dans ce cadre-là, essayer de renforcer la mixité sociale. Et pour cela, l'une des idées que les engagés proposent, c'est en fait de renforcer les obligations de la loi CRU qui instaure un taux plancher de logements sociaux dans les collectivités territoriales et qui, si ce taux plancher n'est pas respecté, impose des indemnités. L'idée, c'est de faire en sorte que le paiement des indemnités, quand il y a un non-respect du taux plancher de logements sociaux dans les communes, le paiement des indemnités ne libère pas l'obligation d'instaurer ces quotas parce que dans certaines communes, il y a un choix qui est fait, qui est plutôt de payer l'indemnité pour ne pas construire des logements sociaux, de ne pas mettre à disposition des logements sociaux et payer plutôt que de construire des logements sociaux. L'idée, ça serait d'instaurer un taux plancher sur lequel il y aurait des indemnités, mais qui ne libérerait pas l'obligation de créer des logements sociaux.
on pourrait dans ce cas-là aussi augmenter les pénalités pour les communes qui ne respectent pas. Et inversement, pour éviter qu'il y ait des zones ou des communes où il n'y a aucun logement social, l'idée, ça serait aussi d'éviter ces phénomènes de ségrégation sociale dans des communes où il y a énormément de logements sociaux, mais il n'y a pas assez de revenus intermédiaires ou de classes favorisées. Donc, l'idée, ça serait de mettre un taux plafond, CRU, au-delà duquel les communes ne pourraient plus construire de logements sociaux, afin de créer un mélange des classes sociales différentes et créer une véritable mixité sociale et éviter des ségrégations géographiques qui ont lieu actuellement dans certaines zones géographiques. Voilà, c'est fini? Oui, c'est bon. Bon, ben, merci beaucoup. Qui est-ce qui n'a pas pris la parole encore? J'avais Jean-Marie Alexandre aussi, mais je ne sais pas s'il est là, en fait. Quelqu'un sait? Non. Vraiment pas. Bon, ben, je crois que tout le monde s'est exprimé. Donc, est-ce que parmi toutes ces propositions, il y en a eu beaucoup là, c'est assez riche. Ça prouve d'ailleurs que cette question interroge tous les courants. Et ça prouve aussi que, enfin, je n'ai pas trouvé dans ces propositions-là, qui sont nombreuses, des mesures qui contredisent le principe d'égalité ou des principes universalistes. Je n'en vois pas. Si on part d'un postulat, mais qui apparemment est partagé par pratiquement tout le monde, consistant à dire, bon, les principes républicains sont très bien, mais ils ne sont pas suffisamment appliqués, et donc on a besoin de mesures spécifiques et volontaristes pour aller vers l'égalité, sachant qu'elle n'est pas réalisée, donc la promesse n'est pas tenue, en tout cas n'est pas encore tenue. Je n'ai pas vu de choses qui soient contradictoires avec le principe, justement. Si on amende l'idéologie républicaine de départ en disant bon, il y a des situations de fait qui méritent intervention énergique, bon, on est d'accord sur le principe. Après, on peut discuter de manière technique, mais on va pas le faire ce soir. On fait déjà 1h15. Est-ce que ce que je viens de dire recueille un assentiment général? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des mesures parmi toutes celles qui viennent d'être indiquées qui pose problème? Si je peux me permettre, Laurent. Oui, Jérôme, vas-y, parce que tu étais intervenu en premier. Et... Voilà, c'était un peu. Donc, moi, pour répondre à ta question, ouais. Oui, il faut réarmer un certain nombre de mesures pour que justement la promesse incantatoire d'universalisme républicain soit incarnée. Et moi, j'aime bien une formule qui a été utilisée. Ça passe d'abord et avant tout par l'exemplarité de la puissance publique et de l'État. C'est-à-dire que le volontarisme en matière de lutte contre les discriminations, c'est d'abord crédibiliser cette volonté de lutter contre les discriminations. Et sur le sujet dont vous avez compris que moi, je considère qu'il est un peu nodal, qui est la question en fait du racisme et de la lutte contre les discriminations, s'il n'y a pas une affirmation extrêmement forte, donc là, on est à la fois dans le ressort du politique, presque du symbolique, portage au plus haut niveau par la puissance publique, alors on n'y arrivera pas. Et donc, ça emprunte deux chemins. Donc, moi, je vais juste lister quelques propositions auxquelles j'avais pensé, mais qui s'inscrivent dans ce même état d'esprit. Tu as dit dans ton propos introductif, Laurent, les discriminations de fait ou de droit. Tu as parfaitement raison, parce qu'il y a celles de fait qu'on constate, qu'on subit, puis il y en a certaines qui sont portées par le droit. Et donc, dans l'exemplarité, alors c'est un peu casse-gueule, parce qu'on nous dit toujours qu'on veut instrumentaliser le sujet, mais la question du droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est-à-dire de la pleine participation et de la pleine citoyenneté aux élections locales, a été un rendez-vous manqué, malheureusement, mais je pense qu'il ne faut pas renoncer à cette bataille, parce que là, on crédibilise la volonté, mais à condition de le faire ce coup-ci. Le problème, c'est que ça fait 30 ans que c'est agité par la gauche comme justement comme étant une des mesures d'illustration de ce volontarisme autour de l'égalité réelle, et comme on ne le fait pas, eh ben, le non-accomplissement de cette mesure a alimenté la défiance à l'endroit de la parole publique sur l'égalité réelle. Mais ce n'est pas pour autant... Ce n'est pas pour autant que je plaide un renoncement sur cette question-là. Et sur les discriminations de fait, c'est un combat qui est politiquement, culturellement absolument indispensable, parce que, et là on rejoint d'autres problématiques qui peuvent, là pour le coup, rendre les gauches irréconciliables, d'où l'importance de le faire, c'est que si on n'a pas ce volontarisme sur les mesures efficaces, efficientes de lutte contre les discriminations, alors c'est un boulevard pour tous ceux qui vont réclamer le pendant de la discrimination, qui s'appelle la discrimination positive, c'est-à-dire la reconnaissance de mon identité et donc
de droits spécifiques pour corriger les inégalités. C'est donc les quotas, c'est donc l'affirmative action avec tout ce que ça ne correspond pas à la culture universaliste. Et donc, moi, en style télégraphique, le volontarisme, c'est d'abord, je vais commencer par l'aval avant d'être dans la prévention, c'est on ne sanctionne pas assez les discriminations dans ce pays. Quand SOS Racisme arrive à établir des situations de discrimination, c'est 10 ans ou 15 ans après qu'on a des jugements qui ne défraient pas la chronique. Il manque une politique pénale de lutte contre les discriminations. Il manque des circulaires aux procureurs pour lutter contre les discriminations. On peut le faire, des circulaires de politique pénale. Il manque peut-être sur certains territoires des magistrats spécialisés pour lutter contre les discriminations. C'est dans des parquets, on peut le faire. Et sur ces sujets-là, si on considère que ça abîme, il manque des moyens pour, ça a été évoqué tout à l'heure, pour établir la discrimination si c'est un délit. La question des testings, par exemple, je parlais d'SOS Racisme tout à l'heure, ils ont obtenu de haute lutte la reconnaissance juridique de la validité des testings dans l'architecture juridique, mais sauf qu'il n'y a pas de puissance publique qui organise réellement des testings. Moi, j'ai toujours fait cette comparaison. C'est comme si on demandait à la Ligue contre la violence routière de prendre des huissiers et de constater les gens qui brûlent les feux rouges. Non, pour constater que quelqu'un brûle un feu rouge, on met un gendarme et il sanctionne le type qui a brûlé le feu rouge. Pour sanctionner des discriminations, on dit aux associations, bah, faites des testings et ils seront valables juridiquement. Bah, pourquoi ce n'est pas une politique pénale et une politique de la puissance publique que de faire des testings à certains endroits? Alors, c'est une des propositions que vous faites sur les CV dans les entreprises. Donc, ça participe de cette politique pénale organisée de lutte contre les discriminations, d'exemplarité, de sanctions qui peuvent être appliquées. Il peut peut-être y avoir une petite divergence parce que sur la question des testings, après, c'est est-ce qu'il faut sanctionner pénalement ou est-ce qu'il faut être dans ce concept, moi, je ne suis pas forcément fan du name and shame, vous savez, de dire on va nommer les grandes entreprises ou les petites, etc., qui ne respectent pas les discriminations, qui ont des comportements discriminatoires. J'aime bien les idées que vous avez évoquées aussi, qui étaient plutôt d'avoir, soit à travers l'index, soit à travers l'accès à la commande publique, l'accès à un certain nombre d'aides publiques, etc., quelque chose qui pourrait les pénaliser. Et enfin, pour terminer, dans les outils de prévention, moi, il y en a deux sur lesquels, alors ils sont un peu symboliques, mais pareil, ils peuvent être mis en place de manière très massive. D'ailleurs, ils ne sont pas que symboliques. Il y a la question jamais tranchée dans le débat public de l'efficacité du CV anonyme. Je vous rappelle, c'était une mesure qui avait été votée dans le plan Borloo après les émeutes de 2005, jamais mise en œuvre, avec un débat un petit peu théorique pour savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Mais on ne l'a jamais pratiqué à grande échelle. Je vous livre juste un exemple. Moi, quand j'étais président du Conseil général de l'Essonne, on avait un plan de lutte départemental de lutte contre les discriminations et on avait expérimenté le CV anonyme dans le département. J'ai pu le faire d'ailleurs qu'une seule année parce qu'après, malheureusement, j'ai perdu le département. Donc, on l'avait fait avec un chercheur, Jean-François Amadieu de Paris 1. Et donc, on avait comparé les 800 recrutements internes ou mobilité du département en CV anonyme. Pour tout vous dire, j'avais dû mener ça contre mes propres services et mes propres RH qui me disaient ça ne fonctionne pas, etc. Je vais vous dire, je vois quelqu'un qui dit le CV anonyme ne fonctionne pas. Moi, je vous donne un fait concret parce que justement, il n'y a pas d'études qui prouvent que le CV anonyme ne fonctionne pas. On n'a pas fait d'expérimentation à grande échelle. Nous, on a fait 800 recrutements en 2013 et 800 recrutements en 2014. Ce qu'on a constaté, parce que le critère, c'était le nom, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait faire, la consonance réputée étrangère du nom. On a constaté que 33% de noms à consonance arabo-musulmane ou d'origine africaine accédaient en plus à l'entretien à l'oral. Voilà. Et 31% en recrutement. Donc, peut-être que ça marche dans une grande collectivité. Peut-être que ça peut s'appliquer à des grandes entreprises, pas aux petites. Peut-être qu'il y a les problèmes, je sais, de réseau, etc. Mais pour l'instant, la réalité, c'est qu'on nous dit ça ne marche pas. Et moi, le fait est, alors je vous donne une petite idée aussi qui rejoint la problématique égalité femmes-hommes, c'est qu'on avait constaté que ça se traduisait par un plus fort taux d'accès aux métiers dits techniques, notamment les corps d'ingénieurs de l'équipement qu'on a dans les collectivités locales. On a eu plus de femmes qui ont accédé aux oraux et à l'entretien oral qu'auparavant. Donc, trancher une bonne fois pour toutes cette histoire du CV anonyme et donc généraliser des expérimentations. Et le deuxième point qui doit être expérimenté, et là je le regrette vraiment parce que c'était un engagement de François Hollande dans sa campagne électorale et il n'a pas été mis en œuvre,
et je vais y revenir pourquoi, qui est la question du récépissé de contrôle d'identité dans la police. Une des discriminations vécues et subies comme telle, c'est la multiplication. On sait que c'est 17 fois plus pour un jeune homme noir de chance ou de risque d'être contrôlé par la police, avec tous les risques que ça comporte dans la dégradation de la relation police-citoyen. Franchement, là, on a cédé à un diktat, comme ça arrive de plus en plus, des organisations syndicales de policiers. Et on n'a pas fait œuvre utile, parce que je pense que dans ce rapport police-citoyen, on avait un outil, l'appareil à expérimenter, à voir comment ça marche. Certaines organisations syndicales étaient partantes, et je trouve qu'on n'est pas allé assez loin sur ces questions-là. Voilà 3 ou 4 autres propositions dans le champ universaliste et pragmatique que je verse au débat. Je peux réagir à ça parce que c'est ce que tu dis sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il met une sorte de timidité ou de difficulté pratique. L'histoire du vote des étrangers, c'est l'opposition du Sénat qu'il faut un vote. Enfin, c'était une des raisons, en tout cas, qui avait été avancée à l'époque. Mais Laurent, on aurait pu le tenter, le voter rien qu'à l'Assemblée, pour après dire c'est le Sénat qui s'oppose. C'est le Sénat qui ne veut pas. Voter à l'Assemblée. Je me rappelle de 200 députés, j'en faisais partie, qui signent une tribune dans le journal du dimanche pour dire on veut mettre ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est vrai, enfin, ça n'aurait pas été fait quand même. Oui, mais sauf que ça aurait illustré notre volontarisme. Le texte a été voté à l'Assemblée. Voilà. Oui, j'entends bien. Laurent, je faisais partie aussi des signataires et après, on nous appelait pour nous dire que c'était inadmissible qu'on signe une tribune pour demander l'inscription du texte à l'ordre du jour. Je m'en rappelle. C'est l'autoritarisme, n'est pas le débat. Je n'étais pas dans cette affaire. mais je suis. Non, il y a un point qui ressort de vos interventions, c'est que on ne peut pas se contenter de dire bon, il y a les discriminations, voilà les mesures. Il faut qu'il y ait une introduction qui dise cette fois il faut prendre des mesures de rupture, des mesures qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on était habitué à faire de manière très progressive et très. Bon, il y a eu des choses qui ont été faites, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais c'est vrai que c'était progressif, peut-être prudent, je ne sais quoi. Et là, il y a urgence, parce qu'effectivement, si la République n'arrive pas à démontrer qu'elle est capable de mettre en œuvre ses propres principes, et ben toutes les idéologies qui lui sont hostiles vont prospérer dans tous les sens. Et les uns vont dire, on voit bien que de toute façon tout ça ne marche pas, que c'est des conneries de la gauche, et les autres vont dire, quand on veut faire une gauche d'action, le gouvernement, c'est mou, on n'y arrive pas. Donc il faut que qu'il y ait une sorte d'énergie initiale, préalable, pour dire, et ensuite la liste des mesures viendra et elles seront mises en œuvre. Mais il y a urgence. C'est une urgence, c'est une des urgences principales de tout projet de gauche aujourd'hui. Et je pense qu'à partir du moment où on dit ça, toutes les mesures qui viennent d'être présentées peuvent être coordonnées, mises de manière rationnelle, hiérarchisées et présentées comme un plan immédiat d'action d'une future majorité, si tant est qu'il y a une majorité cette fois-ci ou une autre fois. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Parce que là, on arrive à 7h30, là, c'est tard. Très rapidement, peut-être Laurent, si mais bien sûr, mais on a encore un peu de temps. Très rapidement, parce que je voudrais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit là à l'instant, mais concernant les questions des discriminations, alors je suis complètement d'accord avec Jérôme quand il explique qu'on doit être beaucoup plus fort sur la façon de sanctionner les questions liées à la discrimination, et là-dessus, on est complètement en phase. Mais moi, je le redis, alors il faut des mesures de rupture. J'en ai énoncé un certain nombre, et beaucoup ici ont pu aussi apporter quelques éléments de compréhension de ce qu'on pourrait faire ensemble, si nous voulions vraiment, parce que la question de la volonté politique, elle est au cœur aussi de ce qu'on sera en capacité de faire ou non. Mais vraiment, pour le coup, je le redis, c'est vraiment la question de l'éducation pour moi qui est centrale. On n'est pas assez ferme sur la façon de sanctionner les discriminations et notamment le racisme, quelque forme qui puisse prendre demain, aujourd'hui, mais on n'est pas suffisamment en capacité de former à l'égalité. Je pense que le véritable enjeu aujourd'hui pour changer notre société, puisque faire de la politique, c'est changer le quotidien des uns et des autres, c'est vraiment former à cette égalité. Je pense que, très honnêtement, c'est par des mesures d'éducation très fortes que nous réussirons
à arriver à changer les mentalités pour que toutes ces discriminations non pas les gommer complètement, mais faire en sorte qu'elles nous paraissent effectivement anormales. Et je pense sincèrement que c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Et je voudrais pour le coup faire le lien avec les propos de Laurent Guillaume sur notamment les résultats qui ont été obtenus dans les territoires d'expérimentation zéro chômeur. C'est aussi la prise en considération des spécificités des territoires. Et c'est comme ça qu'on peut apporter une réponse beaucoup plus efficiente. Et en termes de lutte contre les discriminations, il me semble que cette lutte contre les discriminations doit aussi être intersectionnelle, dans le sens où on doit prendre en considération les spécificités qui arrivent aux uns aux autres pour mieux apporter de solutions, mieux être en phase avec la réalité de ce qui est vécu par les uns et les autres, et apporter une réponse la plus large possible, la plus efficace possible en fonction de ce qui arrive réellement aux personnes qui sont victimes de ces discriminations. Voilà. Laurent, si je peux me permettre. Bien sûr, oui. J'allais intervenir sur l'éducation aussi, puisque on vient d'évoquer un certain nombre de mesures qui sont absolument nécessaires, mais effectivement, il faut regarder quelles sont les racines des discriminations, les racines du mal. Et ça ne peut se faire que par l'éducation à l'école, l'instruction à l'école, l'éducation dans les familles, et puis aussi peut-être par la relance de l'éducation populaire qui peut permettre de former de jeunes citoyens. Et il faut réapprendre ce que représente le triptyque républicain. Ça me paraît essentiel. Une question n'a pas été abordée, c'est aussi au niveau des communes, les maires, dans les communes, on élabore des politiques qui sont quelquefois de merveilleux laboratoires qui peuvent être ensuite, Jérôme vient de parler de ce qu'il a fait dans son département, dans les communes, il y a aussi des expérimentations. Moi, je pense à la période de 77 où la gauche a raflé énormément de communes et finalement, on a pu expérimenter avec un certain nombre de programmes ce qui ensuite a constitué un certain nombre de politiques nationales. Donc, il faut donner aussi les moyens aux maires, aux communes de faire vivre la démocratie locale. Pour l'instant, les moyens ne sont jamais assurés par l'État. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Pas de réaction. Bon, écoutez, ce que j'en tire, moi, c'est que si on est d'accord sur ce sentiment d'urgence, je ne vois pas ce qui se poserait à ce que toutes ces propositions-là qui émanent de courants très divers de la gauche ne puissent pas être mises ensemble, finalement, avec un certain nombre de mesures phares. Parce que si on fait le total des mesures qui viennent d'être énumérées, ça crée une politique. Ça. Si on applique tout ça, si on applique les principales mesures qui viennent d'être énoncées, les choses changent, à mon avis. Elles changent beaucoup. Elles changent symboliquement. Si vous faites, par exemple, ce qu'on propose, c'est-à-dire le testing systématique organisé par l'État, ou en tout cas avec l'impulsion de l'État, avec sanction à la clé, c'est un changement considérable, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du tout au niveau dans ce domaine et qui se verront mises en cause. Et donc, ça va créer une polémique, un débat public, et ça aura des effets immanquablement, parce que il y a une poussée dans la société dans cette direction-là. Et de la même manière, si on met en place des filières de promotion des enfants ou même des personnes en général, des quartiers populaires et des zones rurales déshéritées, c'est un changement considérable. Au moment où Sciences Po a lancé sa mini-expérience, qui était la première, et qui a marché finalement, qui a été ensuite largement diffusée, ça a créé une polémique nationale et une prise de conscience. Et ça a eu des effets, ça a fonctionné. Et donc, si on le généralise de manière systématique à l'ensemble de l'enseignement supérieur, on se retrouve avec
un système éducatif qui n'est plus exactement le même, hein. Donc, je pense que notre discussion montre en tout cas qu'il y a convergence, à la fois sur le sentiment de la nécessité du volontarisme et deuxièmement sur l'esprit général des mesures à mettre en œuvre. Je n'ai pas vu de mesures, encore une fois, qui puissent tomber sous le coup d'une critique républicaine ou universaliste. Tout ça correspond à l'esprit général de la République, si elle est bien comprise, et si ces principes sont portés au niveau des échéances et des épreuves qui nous attendent. Enfin, voilà mon sentiment sur cette discussion. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Je vous renvoie de toute façon au travail qu'on a fait, parce qu'on a fait la liste, on a recensé les propositions dans une note que vous avez reçue d'ailleurs, je crois, des différents courants. Donc là, vous avez déjà un document de synthèse et on fera probablement un petit compte-rendu de cette discussion-là sous une forme d'article beaucoup plus court, évidemment, pas seulement le compte-rendu mesure par mesure. Mais je crois que c'est une discussion qui a été utile, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Autrement, je vais clore l'affaire, vu qu'il est quand même 8h moins 20 et qu'il fait beau. Il fait encore jour. Pas d'intervention? Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous et à bientôt. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée à toutes et à tous.